Salut à tous. Toute première vidéo de cette chaîne YouTube dans laquelle mon but en fait c'est de parler de certaines choses, beaucoup dans le monde du jeu vidéo, mais pas forcément que ça. Ça parlera aussi musique, film, BD, manga, plein de choses. En tout cas, bon, l'idée c'est vraiment de partager, éventuellement que si ce que je dis intéresse des gens, qu'on rentre en contact, voilà, le partage, c'est le but. Donc, pour cette première vidéo, qui ne parlera pas que de moi, mais aussi également d'autres choses beaucoup plus intéressantes, je pensais vous faire un petit topo sur une série de jeux que j'aime beaucoup, qui s'appelle The Tower of Turaga. Donc, il s'agit en fait d'un jeu japonais fait par Namco, initialement en arcade en 1984. Et derrière ce jeu, en fait, il y a quelqu'un de bien connu. La tête pensante, en fait, c'est Masanabu Endo, donc qui n'est autre que le papa de Xevious. Pas n'importe quoi. D'ailleurs, il y a un lien en fait qui se fait plus ou moins entre Xevious et The Tower of Turaga, dont je parlerai un peu plus tard. Donc en fait, c'est un jeu qui sort initialement en arcade en 1984, puis en fait, il a devant le succès important du jeu, il a été ensuite édité sur Famicom en 1985, puis sur MSX et FM7, qui sont des ordinateurs japonais. Et après, en 90, il a été fait sur Game Boy, et enfin, il a été refait en 1992 par Game Studio, qui n'est autre en fait que le studio de Masanabu Endo, une fois qu'il a quitté Namco. Donc ça reste entre de bonnes mains. Donc ce jeu est relativement inconnu chez nous. Alors qu'en fin de compte, au Japon, mais c'est le cas de beaucoup de jeux dont je parlerai certainement à l'avenir, ça a été un succès retentissant. Il a été énormément apprécié. Ça a été un peu un pendant, peut-être pas de Space Invaders non plus, mais bon voilà, ça a été un jeu important comme a pu l'être Space Invaders ou Street Fighter 2 par exemple. Donc pourquoi il a tant marché? Bon alors d'après en fait ce qui se dit, c'est que ça a été un des premiers jeux d'arcade qui a apporté des éléments de RPG à l'époque où il n'y en avait pas encore, hein, ça c'était avant l'arrivée de Dragon Quest au Japon, donc apporte des éléments de RPG dans le monde de l'arcade qui était complètement un plug and play, quoi. On se ramène en arcade, il n'y a pas d'idée de connaître que ce soit, on se ramène, on joue, on gagne, on perd, voilà. Et après, même s'il y a l'expérience qui joue dans ça, c'est malgré tout relativement du binaire, on y arrive, on n'y arrive pas. Le Toraga, lui, a apporté des éléments de connaissance du jeu, c'est-à-dire que, j'y reviendrai au moment où je parlerai du gameplay, mais grosso modo, si plus on joue à ce jeu-là, plus on le connaît, mais surtout pas dans le sens réflexe, etc., plus on sait où se trouvent certaines choses, etc. J'y reviendrai. Donc, ce jeu, l'histoire, c'est Gilgamesh, notre héros donc, qui doit aller secourir la Maiden Kai, enlevée par le démon Druaga. Donc, il la garde dans sa table de tour, et donc notre but c'est d'aller secourir la donzelle. On est en 84, hein, faut pas s'attendre à forcément quelque chose de. Enfin, je veux dire, on est loin de Metroid, par exemple. Même si le scénario est pas beaucoup plus poussé, bon, je ne pas l'histoire, mais la fin de Metroid a surpris plus d'une personne. Donc, au niveau du gameplay, il s'agit de labyrinthe aléatoire, c'est-à-dire qu'on doit monter 100 étages pour arriver jusqu'à Druaga lui-même, pour libérer notre cher étang de Kai. Et en fait, tous ces labyrinthes sont faits aléatoirement, ce qui était, je pense, à l'époque, quelque chose de relativement fou. Et en fait, au fur et à mesure, donc le but c'est dans un niveau, c'est de trouver une clé qui nous amène à ouvrir la porte qui mène à l'étage du dessus. Donc, dans ce labyrinthe, il y a des monstres, bien entendu, qu'il faut battre. Mais il y a également, et c'est là le plus important, des objets cachés en fait, qui, en fonction de certaines actions faites par le joueur, vont se débloquer. Donc ça peut être des actions toutes bêtes, comme par exemple tuer tous les monstres, ouvrir la porte mais ne pas rentrer dedans, tourner à gauche au lieu à droite au premier virage que rencontre le joueur, ce genre de choses là. Ça peut être des trucs complètement tordus. Et donc là, on touche un des aspects justement qui fait que le jeu a fonctionné énormément. C'est que au Japon, c'est créé quelque chose qui n'existait pas jusqu'alors, c'est que les joueurs
prenait des notes en fait, c'est-à-dire qu'il y avait un cahier sur lequel il notait si tu fais ça à tel étage, ça te permettra d'avoir tel truc, etc. Et donc ça c'était quelque chose de tout nouveau, donc si on allait dans un game center, on trouvait dans un coin, sur la bande, je sais pas, un cahier avec dedans les indications des joueurs. Alors ça pouvait être des conneries et tout ça, hein, mais bon, globalement il y avait une entraide qui se faisait dans un même game center pour arriver à doser le jeu, ce qui n'était pas aisé étant donné sa difficulté. Donc voilà le pourquoi de l'importance de ce Tower of Tulaga. Donc forcément, comme je disais tout à l'heure, et si j'ai rien à montrer c'est pas drôle, comme je l'aime beaucoup, ce jeu-là, j'ai quelques objets qui t'y rapportent. J'ai dans un premier temps, en version loose, la version Famicom, donc qui est un portage fidèle de l'arcade avec un gameplay identique, etc. C'est un jeu qui est très facilement trouvable parce qu'il s'est beaucoup vendu et comment dirais-je, du coup on le trouve facilement en loose à un prix tout à fait faiblard. Bon voilà, il est sympa, il fait le taf sur Famicom, donc c'est forcément une bonne chose. Ensuite on a deuxième portage. Alors celui-ci par contre c'est un remake, c'est vraiment le jeu a été reconçu par, donc comme je le disais tout à l'heure, monsieur Endo lui-même. Il a été reconçu pour la PC Engine puisque c'est une console plus puissante, etc. Donc on pouvait améliorer les graphismes déjà vieux en fait à ce moment-là. Donc je parle d'un jeu qui sort en 92, donc forcément il a 8 ans à l'époque de la sortie. Donc monsieur Endo a repris le jeu, a changé les graphismes, a changé un petit peu le gameplay. C'est-à-dire que, donc j'en profite en même temps pour la notice. Si tu n'aimes pas te faire spoiler ce genre de choses là, ne regarde pas ma chaîne, puisque du coup l'intérêt c'est quand même de vous montrer des choses en même temps que je blablate. Donc oui, il a repris le jeu, il a changé la disposition des trésors, il en a retiré certains, rajouté d'autres, etc. Donc il a vraiment, on a affaire à un nouveau challenge pour ceux qui dosaient le jeu en arcade et sur Famicom. Donc c'est toujours intéressant. Là on a le droit à une belle notice couleur. Hop, donc voici les ennemis du jeu, des slimes, des fantômes, des guerriers, des magiciens, c'est des enflures, des petits dragons, des merdes qui bougent. Et voici notre fameux Sky qu'on doit secourir. Donc voilà pour le jeu PC Engine, qui est une petite originalité, c'est qu'il a une jaquette arrière. Souvent les jeux PC Engine, il n'y en a pas. Donc en fait il a également inclus des cutscenes, comme on peut le voir ici, gestion d'inventaire, tout ça. Enfin c'est vraiment un jeu qui a été pas mal retouché. Et donc j'ai réussi à me trouver ce petit guide japonais d'époque sur la version PC Engine justement, qui était la seule version que je possédais au moment de l'achat. Et donc un petit guide qui permet qui comprend le japonais, ce qui n'est pas mon cas. Je peux à peu près le lire, pas les kanji mais les hiragana et les katakana, mais je ne sais pas ce que je lis en fait. Je ne le traduis pas, je le lis. Voilà, avec donc un guide nous permettant avec chaque étage, l'objet qu'on peut récupérer, et puis un descriptif de comment on l'obtient. Dans les premiers étages c'est facile, on tue tout le monde, on l'a, ce genre de choses. Après, plus tard ça se corse. Et comment dirais-je, donc voilà le guide qui se présente comme ça. Alors aujourd'hui avec les applications comme Google Trad, on prend une photo, il traduit, bon, il y a possibilité de s'en servir plus facilement. Alors je me suis peut-être trompé tout à l'heure, je sais plus si j'ai annoncé le nombre de niveaux, pour moi il y en avait 100, mais non il y en a 60, enfin 59. Donc voilà la collection entre guillemets d'objets que j'ai sur cette saga. Parce que oui, ce jeu est la base d'une saga, après, qui a été développée par Namco pendant des années, parce que devant le succès, en fait, ils sont sortis dessus, donc il y a d'abord eu 2 jeux, alors je sais pas si ça a été des jeux arcade, et pas beaucoup que ce soit, parce que, comment dirais-je, ça, j'en ai pas connaissance, c'est des jeux que je connais de nom, mais je les ai pas. Il y a eu The Return of Ishtar, c'est un des personnages de Tower of Tulaga. Il y a The Quest of Kai, qui est certainement le jeu le plus connu, avec un maniement bien particulier, mais un petit peu le même type de jeu, très
plein de secrets, etc. que Zottora Braga. Et puis après il y a eu tout un tas de jeux liés vraiment à Zottora Braga, jusqu'à un MMORPG, des jeux sur mobile, vraiment. Il y a eu un animé qui a été fait, je suppose qu'il y a eu des mangas. Donc c'est un jeu qui est devenu tentaculaire après coup. Alors, ce qui est important, c'est de savoir que ce jeu a quand même été la base aussi de beaucoup d'autres jeux, c'est-à-dire que le créateur de Dragon Quest, ou Drac, comme ils disent au Japon, a dit lui-même que sans Zottora Braga, Dragon Quest n'aurait certainement pas été ce qu'il a été. Mais il y a également les créateurs de Ys qui ont avoué leur l'héritage de Zottora Braga sur leur propre jeu. Donc Ys, quand même, c'est pas rien. Mais également Zelda. Donc ça a vraiment été la base de pas mal de choses. Donc voilà, c'était à peu près ce que je voulais dire à ce propos. C'était ma première vidéo, je fais ça plus ou moins sans filet, c'est-à-dire que j'ai une série de notes qui me permet de retenir les dates, ce genre de choses-là, mais grosso modo, le déroulé, je le fais en fonction de... Donc je sais pas ce que ça va rendre vraiment à l'image. Je vais regarder ça, objectivement, je vais regarder ça avant de la mettre en ligne, parce que si c'est tout pourri, bah, soit je referai, soit je change de sujet ou quoi que ce soit. En tout cas, n'hésitez pas vous à me dire si vous trouvez qu'il y a des choses à changer, ce qui sera certainement plus que le cas. S'il y a des choses qui sont bien, ça me permet de savoir que bah, ça je garde. S'il y a des choses qui sont définitivement achetées, certainement quelques-unes, dans quel cas je tâcherai de les virer. Et puis bah, surtout si c'est intéressant, si je suis clair, et puis si je dois pas prendre plus de temps pour ci, prendre moins pour ça, n'hésitez pas, vous êtes libre. Mettez-y les formes quand même. On n'est pas potes non plus, on se connaît pas, donc faut pas dire n'importe quoi. Mais n'hésitez pas, toute remarque constructive, en bien ou en mal, est la bienvenue. Sur ce, je vous dis à plus.